Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver. Je ne vais pas tourner autour du pot. La situation économique et financière de la France est tout simplement catastrophique. Non, elle n'est pas seulement très grave, comme l'a dit M. Barnier, elle est vraiment catastrophique. Les chiffres de la dette publique viennent de sortir pour le deuxième trimestre 2024. On s'attendait à une augmentation, mais c'est encore pire que prévu. Une vraie explosion de cette dette publique qui devient incontrôlable. Dans le même temps, le gouvernement panique. Il nous annonce des hausses d'impôts, sachant très bien, comme on l'a souvent expliqué, ces hausses d'impôts vont casser l'activité économique. Donc, il y aura moins d'investissement, moins de consommation, donc moins de croissance, voire une récession. Et donc, le chômage va repartir à la hausse. Donc, ça veut dire plus de déficit, plus de dettes, une augmentation des taux d'intérêt, ce qui va casser l'activité économique. Et donc, ça sera un cercle vicieux particulièrement dangereux. Donc, il faut absolument tirer la sonnette d'alarme. Ça fait longtemps que je le fais, mais nous avons besoin aujourd'hui de dire stop, ça suffit. Il faut arrêter de prendre des mesures irresponsables. Il faut sauver l'économie française. Sinon, malheureusement, c'est la question entre cette augmentation de la dette, cette augmentation des impôts. La France, évidemment, déjà risque d'imploser, entre guillemets, d'un point de vue social et sociétal. Et parallèlement, elle risque de faire exploser l'ensemble de la zone euro, avec évidemment des conséquences au niveau mondial qui seraient dramatiques également pour notre épargne. On va voir ça, bien sûr, dans le détail. Évidemment, on aura bien sûr la question du jour. D'ailleurs, elle est un petit peu liée, parce que vous m'avez beaucoup posé cette question. Vous m'avez dit comment ça se fait que le CAC 40, les marchés boursiers continuent d'augmenter. Enfin, c'est un peu moins le cas aujourd'hui, mais néanmoins, c'est vrai que la semaine dernière, la bourse américaine a atteint des sommets historiques. Donc pourquoi, malgré un contexte difficile, cette bourse continue d'augmenter? On essayera de répondre à cette question. Ce sera donc la question du jour. Et puis, bien sûr, comme d'habitude, on terminera par une bonne nouvelle. Mais on commence tout de suite avec donc ces chiffres dramatique, disons-le, l'explosion de cette dette publique. Encore une fois, on s'attendait à une hausse, on l'avait annoncé ici même. Et regardez bien les chiffres, 3 228,4 milliards d'euros au deuxième trimestre 2024, ce qui représente à peu près, vous voyez, 47 215 euros par Français. Hein, même les bébés, l'ensemble de la population française. Voilà un petit peu aujourd'hui où est cette dette publique. Elle a complètement dérapé, 842,3 milliards d'euros depuis le début 2020. Donc c'est ça le drame, c'est que cette dette publique qui a explosé, n'a pas généré de croissance forte, n'a pas généré le plein emploi. On a un taux de chômage, toute catégorie de plus de 16,5% encore aujourd'hui. Et parallèlement, on voit qu'on a une instabilité sociale, sociétale, des inégalités qui augmentent, même une pauvreté qui augmente. Donc on voit bien que ça a été à fond perdu. Donc quand on a entendu le nouveau ministre de l'économie dire que M. Le Maire avait laissé un héritage formidable, on se dit il y a quand même un petit problème. Il faut arrêter le déni de réalité, car c'est ça le problème. Regardez les chiffres. J'avais fait ce graphique il y a déjà quelques trimestres parce que j'avais alerté justement en disant attention, la dette publique augmente beaucoup trop que le PIB. Voilà les chiffres, hein, c'est encore une fois dramatique. Depuis donc la fin 2019 jusqu'au deuxième trimestre 2024, la dette publique a augmenté de 842,3 milliards d'euros. Mais sur la même période, le PIB, ça veut dire la richesse qu'on crée en France, augmenté de l'inflation, donc c'est un petit peu boosté les chiffres, eh bien augmenté de 444,5 milliards d'euros. Oui, vous l'avez bien compris, vous ne rêvez pas, il manque 398 milliards d'euros qui ont donc été gaspillés. Oui, ils ont été dépensés, c'est pour financer les déficits, pour payer les intérêts de la dette, etc. Mais on se rend bien compte que ça n'a pas généré cette croissance forte. Et regardez bien, c'est exactement le même cas depuis le début 2017, hein, depuis donc l'arrivée de M. Macron au pouvoir, même si c'était au printemps, va-t-on dire. Voilà les chiffres, 973 milliards d'augmentation de cette dette publique. On va donc dépasser les 1000 milliards d'euros d'augmentation avant la fin de l'année 2024. Je ne sais pas si on se rend compte de ces chiffres catastrophiques. Et sur la même période, le PIB a augmenté de 584,9 milliards. Là aussi, il manque à peu près 390 milliards d'euros. Donc vous voyez que globalement, on a bien cette difficulté. Comment peut-on continuer à faire cela? Et personne ne se lève, à part nous, à part vous. Nous sommes là, donc il faut absolument diffuser cette information, car personne ne veut en parler. On me dit non, mais c'est des chiffres, c'est compliqué. Non, ce n'est pas compliqué, c'est tout simplement du bon sens. Et c'est ça qui aujourd'hui est dramatique. Et d'ailleurs, quand on regarde en pourcentage du PIB, ben là aussi c'est reparti à la hausse. Cette dette publique est repartie à la hausse et donc elle nous fait extrêmement mal. On le voit ici. Donc là, c'est le ratio dette publique par rapport au PIB, donc pour voir si justement ça crée de la dynamique. Alors bien sûr, pendant le coronavirus, on était monté à quasiment 120%, à 117,7%. C'est normal, parce que donc c'est un ratio dette par rapport au PIB. Donc comme le PIB baissait, évidemment que la dette montait, le ratio a artificiellement augmenté. Mais ce qui compte, c'est la variation, justement, depuis 2019. Donc on voit qu'on était à l'époque à 98,1% du PIB. Je ne parle même pas de 2007, où on était à 65% du PIB. Hein, donc à la rigueur, ça passait encore. Mais regardez que comme on a lâché
lâché les cordons de la bourse, comme on dit. Donc aujourd'hui, 112% du PIB, c'est un dérapage complet. Et nous sommes malheureusement les seuls à faire un tel dérapage, notamment au sein de la zone euro, donc pas parmi les grands pays de la zone euro. Donc là, on voit effectivement la France. Donc la courbe rouge, rouge foncé, parce que c'est vrai que c'est assez prenant justement cette dette publique. Donc c'est la France, la courbe bleue, c'est la zone euro, et la courbe jaune, c'est l'Allemagne. Donc vous voyez que dans les années 2007-2008, on avait le même niveau de dette publique à peu près, on était autour des 60-65%, que ce soit en Allemagne, dans la zone euro et en France. Et puis après, donc, il y a eu la crise effectivement financière 2008-2009. Là, tout le monde réagit de la même façon. Puis après, c'est différent. Après, l'Allemagne fait des efforts, même la zone euro fait des efforts, et nous, on continue de faire n'importe quoi, tout simplement. Et donc, regardez bien, aujourd'hui, la dette publique, elle est donc chez nous à 112% du PIB, 90% dans la zone euro. Alors, on n'a pas encore les chiffres du deuxième trimestre dans la zone euro, mais c'est une estimation. Et en Allemagne, autour des 64% donc de dette publique par rapport au PIB. Voilà la situation effective aujourd'hui de la France. Nous dérapons complètement. Et alors, il faut voir que même les pays qui étaient au-dessus de nous, par exemple, on voit ici le cas du Portugal, c'est la courbe verte, donc qui ont fortement augmenté leur dette publique aussi, donc en 2008-2009. Après, il y a eu la crise donc, des pays du Club Med, comme on l'avait évoqué. Maintenant, c'est la France qui est devenue un pays du Club Med, entre guillemets, même si j'aime beaucoup le Club Med, hein, bien entendu. La Belgique également qui était devant nous. Et donc là, on se rend compte que, alors évidemment, pendant le Corona, tout le monde a augmenté sa dette. Et là, eh bien voilà, la France, donc toujours la courbe rouge foncée, elle est devant le Portugal, devant la Belgique. On voit que le Portugal a réussi à faire des efforts énormes, bien plus que la Belgique d'ailleurs. Donc ce qui veut dire que faire des efforts, c'est possible. Réduire sa dette publique par rapport au PIB, c'est possible. Et donc la France est toujours numéro 3 de la zone euro en termes de dette publique par rapport au PIB. On a toujours la Grèce qui est donc à 159,8%. Ça c'est au premier trimestre. Encore une fois, on n'a pas les chiffres du deuxième trimestre pour l'ensemble des pays, sauf pour la France. Donc ça va certainement encore baisser. Je rappelle qu'on était à plus de 200% hein, pendant la crise du Covid. L'Italie 137,7 et donc nous la France 112. Vous voyez, on creuse l'écart avec l'Espagne, la Belgique, donc sans parler des pays qui font évidemment des efforts, hein. Par exemple évidemment l'Estonie, on a une dette publique qui est extrêmement faible et donc justement si on enlève l'Estonie, la France est le pays où la dette publique par rapport au PIB a le plus augmenté. Donc l'Estonie, ça a augmenté donc depuis 2009 de 15 points, mais comme on partait de très bas, c'était un petit peu logique, à la rigueur ça ne leur coûte pas trop cher. Par contre, nous regardez bien, ça a augmenté donc de quasiment 14 points. La dette publique par rapport au PIB a augmenté de 14 points de PIB quand énormément de pays, regardez, ont fait des baisses. Bien sûr, la Grèce, il partait de haut, mais regardez Chypre, le Portugal, l'Irlande, Croatie, etc. Bon, on voit qu'au niveau de la zone euro, ça reste également une augmentation limitée autour des 4,8. Mais néanmoins, rendez-vous compte, on ne peut pas continuer comme ça. La France s'est isolée. Et donc la France fait porter un risque à l'ensemble de la zone euro. Et tous les partenaires européens disent « Stop, ça suffit, vous ne pouvez pas continuer comme ça ». La France est le seul pays qui a augmenté son déficit public fortement, que ce soit en 2023 et en 2024, alors que tous les pays de la zone euro font des efforts, à part les pays baltes, mais comme ils partent de bas, encore une fois, ça peut passer. Et donc, ceci est évidemment inacceptable. Alors, parallèlement, on me dit oui mais c'est les collectivités locales, etc. Mais non, c'est l'État qui fait l'essentiel de la dette. Voilà la répartition de la dette publique. Chiffre de l'INSEE tout à fait officiel, regardez bien les chiffres. Hein. Donc on retrouve ce fameux 3228,4 milliards d'euros. L'État c'est 2627,9. Donc 81,4% de cette dette publique est générée par l'État. Donc c'est l'État qui dérape, encore une fois, et quand on voit qu'on a encore 39 ministres, on se rend bien compte que ça ne va pas s'arranger, malheureusement, même si c'est pas ça qui compte, hein, mais c'est encore une fois, je dirais, l'image également qu'on peut véhiculer, hein, c'est un symbole, et donc quand on augmente ce nombre de ministères, on se dit finalement, voilà, à quoi bon que la dette publique va encore augmenter, la dépense publique va encore augmenter, ce n'est pas sérieux. Donc ensuite vous avez donc les fameux organismes divers d'administration centrale, les ODAC, il y en a 700, là aussi il y a des efforts à faire. On me dit bon, c'est que 69 milliards d'euros de dette, oui mais c'est quand même 69 milliards, ce n'est pas rien. Après donc les collectivités locales et les collectivités sociales, donc voilà 280-250 milliards, bon c'est beaucoup, mais c'est beaucoup moins évidemment que ce que génère aujourd'hui l'État. Parallèlement, il y a une autre question essentielle, hein, d'ailleurs que vous me posez très régulièrement, qui est la suivante: qui détient la dette publique française? Eh bien justement, l'agence France Trésor vient de publier les chiffres du premier trimestre 2024. Voici le verdict.
54% de notre dette publique est détenue par des non-résidents. Et regardez bien, cette part ne cesse d'augmenter. Vous voyez, fin 2021, c'était 47,8% qui étaient détenus par des non-résidents. Alors pourquoi cette augmentation? Mais c'est très simple. Pendant le coronavirus et jusqu'en 2022, en fait, on a fait appel à la planche à billets. C'est-à-dire que notre dette publique était détenue par la Banque Centrale Européenne et donc par la Banque de France, qu'on appelle les autres investisseurs français ici. Donc ils sont encore nombreux, notamment, évidemment, cette Banque de France. Elle a toujours cette dette publique qui est très élevée dans ses comptes, peut-être même trop élevée. Donc si on regarde les autres détenteurs, Banque française pour 8% à peu près, compagnie d'assurance de 9%, et donc aujourd'hui, donc les non-résidents, c'est 54%. Comment se répartit donc ces non-résidents? C'est 54%, il y a à peu près la moitié d'investisseurs européens, et l'autre moitié, ce sont les États-Unis, le Japon, la Chine et les pays du Golfe. Alors justement, il s'est passé quelque chose d'assez incroyable au mois de juillet dernier. Quasiment personne n'en a parlé. Je l'ai un peu évoqué ici ou là, mais bon, globalement, on était dans les Jeux Olympiques, on disait non, tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais au mois de juillet, donc on l'a appris un petit peu plus tard, donc justement pendant les Jeux Olympiques, eh bien, les fonds d'investissement japonais ont vendu, tenez-vous bien, pour quasiment 9 milliards d'euros de dette publique française. Donc la défiance commence. Et oui, les Japonais sont toujours très inquiets. Alors certainement, ils avaient besoin de cash, mais néanmoins, comme ils sont très prudents, ils se sont dit, oh là là, il y a des difficultés en France, des risques politiques, on y va, on vend. Donc ça pourrait faire tache d'huile, évidemment. Et donc comme on est extrêmement dépendant de ces non-résidents, eh bien à ce moment-là, s'ils se mettent à vendre de façon assez forte, mais la dette publique française pourrait être attaquée et les taux d'intérêt pourraient très fortement augmenter, ce qui casserait l'activité économique. Ça, c'est vraiment un danger essentiel qui nous menace. Il ne faut surtout pas en perdre de vue que si on en est arrivé là, c'est pas parce que c'est pas à cause des marchés. Qui nous a rendus dépendants des marchés? Eh bien, ce sont les différents dirigeants français qui n'ont pas arrêté d'augmenter la dette publique n'importe comment, et comme ils avaient besoin de cash, eh bien, ils ont été demander ça à des investisseurs étrangers. Et donc ces investisseurs étrangers, ils sont là aujourd'hui, et donc c'est pourquoi nous sommes dépendants d'eux. C'est nous-mêmes qui nous sommes mis dans cette situation. Comme je dis nous-mêmes, c'est évidemment les dirigeants français. Et d'ailleurs, depuis quelques semaines, depuis quelques mois, les taux d'intérêt de la dette publique française, qui avaient déjà beaucoup augmenté, eh bien, ils continuent d'augmenter. Enfin, ils se stabilisent autour des 3%. On le voit ici. Là, c'est les derniers chiffres d'aujourd'hui. On est à 3% précisément. Alors, c'est vrai que, globalement, on pourrait dire, ça pourrait être pire. Pour l'instant, on sauve le système, j'ai envie de dire. On se dit, il y a toujours la zone euro, toujours l'Allemagne, toujours la Banque Centrale Européenne, etc. On pourrait éviter le pire. Mais néanmoins, ce qu'il faut savoir, c'est que ces taux d'intérêt, donc à 3% sur le taux d'intérêt à 10 ans, se maintiennent alors qu'on a des éléments qui auraient dû les faire baisser fortement. La Banque Centrale Européenne a baissé les taux, la Banque Centrale Américaine également a baissé les taux, donc les taux d'intérêt américains donc sur les marchés obligataires ont également baissé, donc on aurait dû avoir une très forte baisse des taux. Donc le fait que ça se maintienne sur ces niveaux-là, ça montre bien qu'il y a cette inquiétude qui est de plus en plus forte. Et alors, le signe vraiment avant-coureur qui montre que la France est au bord d'une crise très grave, c'est que le différentiel de taux d'intérêt sur la dette publique entre la France et l'Allemagne se creuse très fortement, ce qu'on appelle le spread de taux. Alors regardez bien, il avait déjà augmenté ces derniers mois, mais enfin après il avait rebaissé, etc. On voit bien qu'on est aujourd'hui, regardez bien, c'est les chiffres d'aujourd'hui, et ça a commencé la semaine dernière, l'écart de taux d'intérêt sur les taux d'intérêt donc à 10 ans de la dette publique française par rapport à l'Allemagne atteignent 80 points de base, 0,80% si vous préférez, voyez bien, ça reste donc des niveaux des plus hauts depuis septembre 2012. Donc ça c'est évidemment extrêmement inquiétant, ça montre que les investisseurs s'inquiètent sur la France, ça montre que la France aujourd'hui est en danger, c'est-à-dire que les investisseurs se disent je préfère acheter la dette publique allemande même si l'Allemagne va mal plutôt que celle de la France, alors que jusqu'à présent, vous voyez, on n'avait quasiment pas d'écart de taux d'intérêt sauf pendant certaines crises, et donc là 80 points de base, c'est quand même, encore une fois, des niveaux qu'il y avait lors de la dernière crise de la dette publique, c'est-à-dire en 2012. Donc c'est évidemment particulièrement dangereux. Alors, ça ne s'arrête pas à l'Allemagne, puisque justement, l'écart de taux d'intérêt avec le Portugal également se creuse. Vous vous souvenez, il y a quelques mois, je vous avais dit, ça y est, le taux d'intérêt français est passé au-dessus du taux d'intérêt portugais sur la dette publique à 10 ans. Et bien non seulement ça a continué, mais ça s'est aggravé. Au moment où je vous parle, l'écart de taux d'intérêt, donc entre le taux d'intérêt 10 ans français et le taux d'intérêt à 10 ans portugais, donc sur la dette publique, est de 20 points de base, 0,2%. Vous voyez, on le voit ici, c'est assez fort. Voilà. Alors, on avait connu ça en 2006 de façon temporaire, mais c'est clair que globalement, c'est du jamais vu à part 2006. Donc, ce qui montre bien qu'attention, la France est en train de déraper. La France n'est plus prise au sérieux. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Alors,
Maintenant, il y a un tableau qui va faire vraiment mal, c'est le comparatif des taux d'intérêt de la dette publique à 5 ans. Là, on a vu les taux d'intérêt à 10 ans, on va voir les taux d'intérêt maintenant à 5 ans. Donc sur le plus court terme, va-t-on dire, même si 5 ans, c'est quand même du moyen terme. Et là, attention à la surprise. On va voir que la France est malheureusement en haut du peloton. Il y a toujours l'Italie qui est devant nous, 2,73%, ok. Juste en dessous, donc la France à 2,50%. Et après, regardez bien tous les pays qui sont en dessous. L'Espagne, 2,46%. La Grèce, 2,43%. Ça veut dire que sur la dette publique à 5 ans, les investisseurs estiment que la Grèce est moins dangereuse que la France, ou du moins que la France est moins sérieuse sur la réduction de sa dette publique que la Grèce. Ah, ça fait mal. Avouons-le, ça fait mal, mais encore une fois, c'est juste une sanction des erreurs qu'ont commis nos dirigeants. Ensuite, la Belgique de 33, la Slovénie, l'Autriche, la Finlande, l'Irlande, Portugal de 19, on va le voir, eux, ils ont fait évidemment des efforts, les Pays-Bas 2,16 et l'Allemagne 1,99. Alors, ce qui est intéressant de voir, et là vous allez comprendre pourquoi la note de la France va être fortement dégradée dans les prochains mois, parce que quand on regarde ces taux d'intérêt, on compare en face les notes des dettes publiques. Et là, on va se dire, Houston, il y a un problème. Regardez bien. Là, donc, on retrouve le taux d'intérêt donc à 5 ans qu'on vient de voir, et à côté, la notation. Alors, par Fitch, j'ai mis Fitch parce que Fitch, c'est la prochaine agence qui va normalement dégrader la note de la France. Ça sera le 11 octobre. Donc, il n'y a rien de sûr, mais a priori, c'est quand même très, très probable. Et donc, voici les notes selon Fitch. Alors, pour la France, c'est pas compliqué. Soit Fitch, Moody's ou Standard & Poor's, on a la même note. On a AA-. Alors, c'est Moody's, c'est AA2, entre guillemets. Mais donc, ça veut dire qu'on est à la frontière avec le simple A. Mais regardons bien. Donc, l'Italie, 2,73. Bon, ils sont triple B à la rigueur, mais bon, c'est quand même loin en dessous de nous. Ensuite, on a la France à AA-. Donc, c'est encore une note très sympathique, va-t-on dire. Sauf que si vous regardez l'Espagne, 2,46, ils sont A-. La Grèce, 2,43, ils sont à double B+. Ils ont des taux d'intérêt plus bas, mais une note moins bonne que la nôtre. Donc ça veut dire que, attention, la note de la France va au moins tomber à A, voire A-. Pareil sur la Belgique, donc ils sont à A-, comme nous, mais ils ont un taux d'intérêt un peu plus bas. Slovénie, simple A, vous voyez, 2,31. L'Autriche, après, évidemment, là, on a les pays, entre guillemets, sérieux. Regardez, le Portugal, ils sont toujours triple B. C'est quand même assez incroyable. Triple B+, certes, mais néanmoins, le Portugal, déjà, ne mérite pas cette note, mais en tout cas, nous non plus. C'est-à-dire qu'il faut un ajustement entre les deux. Donc la note de la France va être inévitablement abaissée. Après, on a les AAA, Pays-Bas, Allemagne. Alors vous allez me dire, bon, mais on s'en fiche un peu de la notation. Non, entre guillemets, c'est vrai que les agences de notation ne sont pas sérieuses, mais que quand on voit ça, il y a longtemps qu'elles auraient dû dégrader la note de la France. Elles ne l'ont pas fait, peut-être par entente ou par sympathie, on ne saura jamais vraiment comment en tout cas. Mais c'est vrai qu'on a aujourd'hui l'obligation des agences de notation de dégrader la note de la France. Et si on dégrade la note de la France, évidemment les taux d'intérêt vont augmenter. Si les taux d'intérêt augmentent, ça casse l'activité économique, ça casse la croissance, ça fait du chômage, ça fait augmenter le déficit, ça fait augmenter la dette, et ainsi de suite. Évidemment, c'est le cercle pernicieux extrêmement dangereux. Voilà tout à l'heure pourquoi je vous disais en commençant que la situation de la France est vraiment catastrophique. Donc le calendrier donc des notations, c'est pas compliqué. Fitch, c'est le 11 octobre 2024, donc c'est vendredi soir, comme très souvent. Moody's, le 25 octobre. Standard & Poor's, le 29 novembre. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les agences pourraient modifier la note en dehors de ces dates, entre guillemets, du calendrier, parce que, évidemment, c'est ce qui est prévu pour l'instant, mais si jamais on dérape encore, alors là, on pourrait justement dégrader avant ces notes, en dehors des réunions normales, j'ai envie de dire. Et le seul AA qui va nous rester, évidemment, ce sera celui de Antoine Armand. J'ai déjà fait la blague la semaine dernière, mais comme elle a bien plu, je la refais. Et je remercie d'ailleurs un de nos adhérents YouTube donc, qui me l'a soufflé. Merci à lui, ou à elle, parce qu'il n'y avait pas trop son nom, donc voilà. En tout cas, c'est formidable, puisque ça marche bien. Et c'est vrai qu'on va passer simple A, dans le meilleur des cas. Alors le problème, c'est quoi? C'est que tant que vous êtes AA, il y a beaucoup de fonds d'investissement, de caisses des retraites, qui achètent votre dette. Parce qu'en moment, on se dit, bon, triple A, AA, c'est presque pareil, donc ça va, ça passe encore. À partir du moment où vous tombez simple A, voire simple A-, évidemment, ce qui est tout à fait probable, alors à ce moment-là, beaucoup de fonds d'investissement, beaucoup de caisses de retraite ne vont pas acheter votre dette. Le problème, c'est que l'État français a besoin d'émettre de la dette. Il a émis déjà 295 milliards d'euros l'année dernière, et l'an prochain, il annonce 300 milliards d'euros de nouvelles dettes.
Donc il va faire appel aux investisseurs pour récupérer 300 milliards d'euros. Oui, mais si on est dégradé, le taux d'intérêt ne va pas être le même. Donc ça veut dire que les taux d'intérêt vont encore augmenter, et vous connaissez le schéma malheureusement, baisse de la croissance, récession, etc., hausse du chômage, hausse du déficit, hausse de la dette. Voilà ce qui nous attend malheureusement. Donc les conséquences seront dramatiques pour l'ensemble des Français. Merci à tous nos dirigeants qui nous ont amenés ici, parce que c'est encore une fois une des conséquences des erreurs de l'ensemble de nos dirigeants, parce que je dirais la dette c'est quoi? C'est simplement que le cumul des déficits. Je vous ai souvent mis ce graphique, là on a les déficits, c'est les bâtonnets bleus, le dernier excédent il remonte à 1974, depuis que des déficits, et c'est ça donc qui fait la courbe rouge, la dette publique qui ne cesse d'augmenter. Et donc comme vous le savez, pour 2024, alors j'avais annoncé il y a déjà quelques mois 6% de déficit par rapport au PIB, je ne suis pas devin, simplement je faisais du bon sens, moins de recettes fiscales à cause d'une croissance faible, des dépenses publiques qui augmentent, moins de recettes, plus de dépenses, déficit public augmente. 6% c'était inévitable, et les dirigeants de l'époque ont dit non, tout est sous contrôle, ils ont mis entre guillemets les pertes sous le tapis, ça n'est pas sérieux bien entendu. Donc aujourd'hui on a la vérité des comptes, on nous annonce maintenant dans le meilleur des cas 6,3% pour 2024. Ça pourrait être 6,5, voire même 7%, vous vous rendez compte, le décalage, le dérapage des comptes publics, et là évidemment ça sera très fortement sanctionné. Donc là pour l'instant ce sont des prévisions, on maintient pour l'instant 6, mais on sera au moins à 6,5% par rapport au PIB, et donc à partir de là, évidemment le gouvernement est en train de paniquer, il nous dit bon comment on va résoudre ça? On va augmenter les impôts. Alors ça c'est incroyable. Je rappelle qu'on a quand même un gouvernement a priori de droite, et donc quand on me dit oui c'est libéral, la France n'est pas du tout libérale, et d'ailleurs même ces dirigeants de droite veulent augmenter les impôts, et c'est pas nouveau, ça fait des années que ça dure, je vous montrais ce graphique régulièrement, c'est-à-dire qu'on a l'augmentation donc du poids des prélèvements obligatoires par rapport au PIB, c'est la courbe rouge, quel que soit le président, le Premier ministre, ça augmente toujours et encore, à chaque fois on nous sert le même discours, on nous dit non mais c'est bon là c'est temporaire, il y a un petit problème, on va augmenter, ça va se calmer ensuite. Évidemment ça ne se calme pas, par contre ce qui s'effondre c'est la courbe bleue, c'est-à-dire la croissance structurelle française, où on est maintenant seulement à 0,9% de croissance structurelle par an, alors qu'on était encore à 2,5-3% il y a quelques décennies. Vous vous rendez compte le cataclysme, vous vous rendez compte le déclassement de la France à cause des erreurs de nos dirigeants. Donc j'ai envie de dire ça suffit. Et alors surtout, là, on est en train de nous servir le coup. Oui, alors ça sera une petite contribution, ça sera temporaire, juste le temps de réduire les déficits. On ne peut pas nous la faire à chaque fois. Enfin, on est habitué, surtout moi, depuis je fais 30 ans de carrière, entre guillemets, mais c'est vrai qu'à chaque fois on a entendu le même discours, et évidemment, c'est de l'arnaque, excusez-moi l'expression. On va commencer par, on va prendre quelques exemples, donc la CSG, cotisation sociale généralisée, créée par Michel Rocard en 91. Alors à la base, c'était seulement 1,1% sur tous les revenus. On avait dit un peu comme aujourd'hui, c'est normal, il faut que tous les Français participent, c'était la récession, c'était dur, etc. Ok, on y va. On a participé, sauf qu'après, évidemment, on a continué, tant que je gagne, je joue, comme disait Coluche. Et donc, vous voyez bien, aujourd'hui, donc le taux de CSG, donc sur tous les revenus, 9,2% sur les revenus d'activité, 8,3% sur les pensions de retraite et 6,2% sur les allocations chômage. C'est-à-dire que même les chômeurs, effectivement, payent cette CSG qui est évidemment une catastrophe, puisqu'en plus, on doit la remettre dans le calcul de l'impôt sur le revenu. Donc, c'est la double peine, entre guillemets. Alors, pour le patrimoine, c'est encore pire, parce que si on regarde les prélèvements sur les revenus du patrimoine, c'est 17,2%. Donc 9,2% de CSG, 0,5% de CRDS, prélèvement de solidarité, ah oui, on est solidaire, 7,5%. Donc, encore une fois, on paye déjà énormément. Donc quand on dit oui, il faut encore faire un effort, mais jusqu'où va-t-on aller? Sachant qu'encore une fois, ça ne marche pas. On ne va pas réduire le déficit puisque ça va casser l'activité économique. Et donc il y aura moins de recettes fiscales, on va ponctionner plus sur un gâteau plus petit. Donc ça n'est pas sérieux. Comment peut-on continuer? On avait également un exemple à peu près similaire avec la CRDS. La CRDS, c'était la contribution pour le remboursement de la dette sociale. Là, c'était créé par Alain Juppé. Je crois que M. Barnier était déjà au gouvernement à l'époque, donc en 96, donc c'était 0,5% sur tous les revenus. Donc là, ça n'a pas augmenté, mais c'était prévu pour durer 13 ans à la base. Là, donc nous sommes en 2024, donc 28 ans plus tard, c'est toujours là, et surtout maintenant, la fin de cette CRDS est prévue pour 2034. Dans le meilleur des cas, vous voyez, on ne se gêne plus. Donc, voilà, encore une fois, quand on vous dit c'est temporaire, ça ne va pas durer, et que ça sera un petit niveau, évidemment c'est un mensonge, ça continuera d'augmenter, et donc c'est pour ça que c'est extrêmement dangereux, ça cassera encore la confiance, et ça cassera évidemment la croissance. Alors quand on me dit oui mais ça sera les grandes entreprises qui vont être concernées, puis les gros contribuables, donc déjà donc gros contribuables et déjà contribuables, ça veut dire qu'ils sont déjà contribués, mais surtout encore une fois, ne l'oublions pas, il y a un problème technique, 80% des profits d'entreprises du CAC 40 sont faits à l'étranger.
ça va être compliqué de les taxer. Alors on me dit oui, mais on va taxer les dividendes, les reventes d'actions, etc. Ok, on va récupérer 1 milliard, 2 milliards dans le meilleur des cas. Il nous manque 100 milliards, ne l'oublions pas, hein, on a besoin de 100 milliards, donc on en est très très loin. Pareil sur les fameux gros contribuables. Eux, les très riches, entre guillemets, comme on les appelle, soit ils sont déjà partis, soit ils font appel à des fiscalistes, et donc ils réduisent leur imposition en toute légalité. Et donc, qui va payer la facture? Comme d'habitude, évidemment, eh bien, ce seront les PME, hein, qui malheureusement souffrent au quotidien. Enfin, elles sont toujours là. Hein. Je faisais une conférence la semaine dernière à Valenciennes pour le réseau Entreprendre, donc des Hauts-de-France. Bravo, c'est formidable de voir toutes ces entreprises dynamiques qui investissent, qui innovent, qui créent des emplois. C'est formidable. On ne va pas encore les casser, on ne va pas encore les asphyxier. Ça suffit. Pareil, finalement, sur la classe moyenne, c'est elle qui va payer in fine, et donc qui va malheureusement s'appauvrir. Donc ce n'est pas sérieux, il faut arrêter, il faut réduire notre déficit. Je l'ai évoqué la semaine dernière, j'ai fait tout un plan dans la vidéo de la semaine dernière. Ceux qui ne l'ont pas vu, vous pouvez la regarder évidemment. Donc j'ai annoncé 80 milliards de baisse de notre déficit, tout en baissant les impôts, et notamment la CSG et l'impôt de production qu'on devait d'ailleurs annuler, qui est toujours là. Vous vous rendez compte, donc il faut réduire les dépenses notamment de fonctionnement, lutter contre les fraudes fiscales et sociales, également réduire pas mal de niches fiscales, améliorer le fonctionnement de l'État dans l'économie, donc réduire les dépenses de fonctionnement de 50 milliards d'euros. Voilà, c'est possible. Encore faut-il avoir la volonté de le faire, et malheureusement, nos dirigeants ne l'ont pas vraiment. Donc voilà, espérons que ça arrivera un jour, mais pour l'instant, malheureusement, on comprend bien que ce ne sera pas le cas, et peut-être que nous allons devoir justement une sanction. Si nous avons une sanction, si les taux d'intérêt augmentent, alors là, effectivement, ça, peut-être que là, on commencera enfin à réagir. Je pensais qu'on allait avoir cette sanction avec le NFP. On voit que comme aujourd'hui, les mesures annoncées, c'est quasiment les mêmes, ou presque, entre guillemets, eh bien, ça ne va pas changer grand-chose. On aura une sanction, et peut-être que là, on commencera à réagir. Allez, je passe maintenant à la question du jour, puisque avec ce contexte particulièrement difficile, c'est vrai que vous avez été nombreux à me demander comment se fait-il que les marchés boursiers continuent de flamber. C'est vrai que on a ce risque en France, on a le risque en Chine de récession, etc. Et pourtant, les marchés continuent de flamber. Il y a eu deux événements principaux. Donc là, on voit donc, le Standard & Poor's 500, donc de nouveaux records historiques. Jusqu'où va-t-on s'arrêter? Ça, c'est impressionnant. Donc ça continue de battre des records en permanence. Sur le CAC 40, c'est un peu moins le cas, puisque ça a bien remonté, mais on n'a pas retrouvé les niveaux des sommets historiques. Même sur le CAC 40, avec les dividendes réinvestis, ça remonte, mais bon, c'est pas encore les niveaux historiques. Mais toujours est-il qu'on peut se poser la question, pourquoi la bourse continue d'augmenter? Bien, c'est très simple. Il y a eu deux soutiens, notamment la semaine dernière, et la semaine d'avant également. Donc la baisse des taux d'intérêt en Europe et aux États-Unis, donc un cadeau de la Réserve fédérale, 50 points de base de moins sur les taux d'intérêt monétaires. Ça veut dire, allez-y les enfants, allez-y les amis, je soutiens l'activité, je soutiens les marchés boursiers. Ça peut être un petit peu dangereux parce qu'on alimente des bulles. Et puis deuxième évolution, ça a été la relance chinoise. Le gouvernement chinois a annoncé au moins entre 100 et 300 milliards, voire même plus, 300 milliards de dollars de relance budgétaire. C'est assez incroyable. Donc bien sûr, notamment sur la consommation, donc le secteur du luxe s'est dit, ça y est, c'est bon, les Chinois vont acheter du luxe, donc ça a flambé. Moi, je pense que c'est dangereux, parce que quand les Chinois font un tel plan de relance, c'est que ça va effectivement très mal, et surtout ça reste de la conjoncture, alors que les problèmes chinois sont structurels, notamment sur l'immobilier, sur le vieillissement de la population, sur le surinvestissement, donc, et puis surtout que la Chine a perdu des parts de marché, notamment au profit de l'Inde et d'autres pays émergents, et qu'elle n'arrive pas à les reprendre. Donc la Chine souffre, et quand la Chine aujourd'hui annonce 5% de croissance, donc ils vont les faire, mais 5% de croissance pour la Chine, ce n'est pas génial, ça ne leur permet pas justement d'augmenter fortement le pouvoir d'achat, et c'est ce qui fait que ça limite justement la dynamique chinoise. Donc c'est une bonne nouvelle sur le court terme, mais à moyen terme, je ne pense pas, d'autant que ça montre que les Chinois, qui étaient plutôt sérieux sur le dérapage de leur compte public, là se disent on lâche tout, on augmente la dette, ils font comme nous, un peu comme des Français, comme les Américains. Pourtant, bon, aux États-Unis, ça passe encore, mais on voit bien que chez nous, plus on augmente la dette, moins il y a de croissance, donc ça ne marche pas. Mais bon, il faut peut-être qu'ils passent par là pour comprendre que, évidemment, la dette publique n'est pas le secret. Toujours est-il que je pense que ça peut être une mauvaise nouvelle pour la Chine. Donc pour l'instant, les marchés boursiers flambent. Il leur faudra un déclic. Peut-être ce sera d'ailleurs la France. Si la France, effectivement, dérape, qu'elle entame une crise de la dette publique, une crise également existentielle de la zone euro, parce que entre les différents pays de la zone euro,
on ne sait pas au beau fixe, hein, donc il y aura des tensions énormes, donc il y aura un risque d'explosion de la zone euro, et là effectivement les marchés boursiers pourraient s'effondrer fortement. Ils remonteront ensuite, mais on aura effectivement un crack assez fort pour la fin 2024. Donc ça pourrait être la France qui serait effectivement ce déclencheur. Et d'ailleurs, ça ne me trompe pas, malgré la hausse boursière, eh bien l'or continue de battre des records. 2670 $ l'once le 26 septembre. Donc encore une fois, c'est vrai qu'on l'avait annoncé ici même il y a déjà plusieurs mois, plusieurs trimestres. Pour tout vous dire, je ne m'attendais pas à ce qu'on aille aussi loin et aussi vite, mais pour l'instant, nous y sommes, donc tant mieux, et ça montre bien que les marchés, les investisseurs sont inquiets. Ils conservent quand même un peu d'action pour se dire, bon, on va profiter des soutiens en termes de liquidité, mais on garde la fameuse poire pour la soif, pour justement, en cas de coup dur, en cas de crise, avoir ce soutien sur l'or. Donc l'or qui augmente montre bien que la hausse des marchés boursiers reste un petit peu excessive, on reste quand même sur une bulle. Alors, je vais maintenant terminer avec la question la bonne nouvelle du jour. Il y en a une en France, ah bah oui, ça change, c'est l'inflation qui baisse assez fortement. Vous voyez, c'est l'inflation. Donc l'inflation, vous savez, c'est le glissement annuel des prix à la consommation. On est donc à 1,5% aux normes INSEE, 1,2% aux normes 1,5% aux normes Eurostat, 1,2% aux normes INSEE. Vous voyez, c'est formidable. Mais surtout, regardez bien, là c'est l'évolution mois par mois. Et là, on a une très forte baisse des prix, 1,2% de baisse des prix au mois de septembre en France. C'est énorme. Donc, ce qui veut dire que là, attention, on a peut-être un ajustement qui est en train de s'observer. Certes, il y a un effet post-JO, parce qu'on avait augmenté pas mal de tarifs, là, ça repart à la baisse. Mais néanmoins, il y a beaucoup d'entreprises, de distributeurs qui voient que la consommation baisse, et donc ils sont obligés d'ajuster leur prix à la baisse. J'ai envie de dire, ce n'est pas trop tôt, hein, je vous l'ai souvent dit, la seule façon de sortir d'une phase de forte inflation, c'est malheureusement avec la baisse de la consommation, voire la récession. Nous y sommes aujourd'hui, et malheureusement, c'est vrai que la France va de mal en pis. À cause de nos dirigeants, disons-le, ils n'ont pas pris les bonnes mesures. Maintenant, nous payons la facture. Espérons simplement qu'un jour, on aura donc justement des dirigeants qui auront le courage de prendre les bonnes mesures. C'est tout le mal qu'on peut effectivement nous souhaiter. Encore une fois, je vous remercie pour votre fidélité, pour votre soutien, pour vos pouces vers le haut, pour vos likes. Continuez. Merci pour vos commentaires, pour vos questions également, pour vos abonnements. Faites abonner, on est bientôt à 200 000 abonnés. On fêtera ça dignement. Merci également pour les abonnés premium avec l'onglet Rejoignez-nous ou souscription. Donc voilà, merci encore. Il faut s'armer de patience. On va certainement toucher le fond de la piscine et après on remontera. Mais entre-temps, c'est vrai que la crise sera un petit peu difficile et il faudra arrêter ce déni de réalité en France pour justement pouvoir prendre les bonnes mesures. C'est tout ce qu'on peut nous souhaiter pour les années à venir. Merci encore. Nous serons là justement pour vous aider et pour soutenir l'activité. Je n'ai pas oublié ma vidéo sur l'ouverture des comptes bancaires à l'étranger. Je ne peux pas le faire sur YouTube, c'est compliqué, donc je suis en train de créer une chaîne ad hoc, mais c'est un peu long, ça prend du temps, puis il faut que je travaille aussi à côté, hein, bien entendu. Donc voilà, mais ne vous inquiétez pas, je ne vous ai pas oublié, je tiens toujours mes promesses. Merci encore, portez-vous bien, bonne continuation, et à très bientôt.